Hop. Bon bah bonjour depuis je sais pas combien de temps j'ai pas fait de stream. Facilement 2 mois, donc il y a qui d'arriver. Tac tac tac. Salut Fixou, merci pour l'abonnement. J'ai vu qu'il y avait Alexa qui avait renouvelé, merci à elle. Salut Live Vinyl. Donc bah, on va attendre salut Miss Nord. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Salut Macross. Ouais, je pense que c'est Macross hein, que ça se prononce ton pseudo. Salut Bip to Bip, original. Donc on va attendre que tout le monde arrive. Le stream va durer, je pense, maximum 1 heure et demie. Parce qu'on va quand même, je pense, assez vite faire le tour. Après, ça sera Fixou qui prendra la suite avec, je sais pas où est-ce qu'il en est au niveau de sa PlayStation 4 et si elle va bien fonctionner ou pas. Donc vous risquez d'avoir réparation de PlayStation 4 et après l'installation de Proxmox dessus. Salut Noursiboul. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner tout à l'heure avec Fixou. J'espère pour lui que la console va démarrer assez rapidement. Ouf, il y a encore du boulot. Ah d'accord. Pop pop pop. Je sais même pas combien. Pour vous dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de stream que je suis un petit peu paumé sur les informations. Salut Max Neo Geo. Je suis un petit peu paumé. J'ai un peu perdu l'habitude des logiciels. Tout à l'heure, vous avez peut-être pu vous apercevoir que je faisais des tests. J'essayais un nouveau système de multichat. Je voulais un multichat entre Kik, Facebook, pas Facebook, Kik, YouTube et Twitch. Et j'ai pas réussi à utiliser la partie YouTube, celle qui m'intéressait le plus. Donc bah, le stream sera uniquement sur Twitch et puis je balancerai le replay tout à l'heure. Pop pop pop. Bon allez, on va attendre encore quelques minutes et puis après on, y- on partira vraiment dans le stream. Euh, donc ouais bon, faut que je meuble, je sais pas quoi dire avant que j'ai trop envie de parler du tableau, c'est pour ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, voilà, je suis paumé. Ouais, j'ai pas mis de musique non plus. Euh, Est-ce que ça vous intéresse si jamais que je vous parle de ma petite carte risque 5? euh, Salut Full Twist. Non, Redis, entre guillemets, personnellement, j'en ai strictement rien à branler du changement de licence, mais j'en ai strictement rien à foutre, ça changera rien à ma vie. C'est encore une tempête dans un verre d'eau de personnes qui, sûrement un peu trop idéalistes sur le monde du libre, bah faut bien que les boîtes mangent, hein, faut bien que les devs bossent. Et puis bon, les boîtes américaines, elles sont pas là non plus, même les boîtes françaises. Tu fais du libre, mais il y a un moment donné, surtout quand tu es en bourse, bah, c'est tes actionnaires qui décident pour toi, hein. C'est plus toi qui décides. Donc faut juste accepter que le monde du libre est un business et plus un truc idéologique. C'est juste ça. C'est voilà, l'open source et le libre dans son sens le plus large possible. C'est un business et l'open source ne veut pas dire gratuit.
Open source veut dire que c'est en accès libre et après aux gens de bien prendre leurs licences qui vont bien et aux entreprises aussi de faire attention quand elles développent un produit, de choisir la bonne licence qui va avec. Et ça, vu le bordel des licences où personne ne comprend rien, on a bien vu que la GPL V2 était pas aussi permissif qu'on pouvait l'imaginer avec ce qu'a fait Red Hat l'année dernière. Donc faut pas... Faut juste très très bien choisir ses licences et arrêter d'être dans l'idéologie où tout est à portée de main facilement alors que c'est complètement faux et les licences du libre sont un vrai bordel. Il n'y a que les juristes qui arriveraient à s'y retrouver ou les experts. Salut Belcruz. Belcruz. Bon, il est 36. Pop pop pop. J'ai choisi ma licence au pif. Dans un pif gadget. Ah ouais, putain. Ah ouais, ça serait marrant, c'est la licence pif gadget. Bon, bon pop pop pop. On attaque le tableau. Dites-moi si vous le voyez bien. D'accord. Au moins, ça, tu navigues de l'un à l'autre. Donc oui, le tableau a quelque peu évolué par rapport à... hop, je reprends ma fenêtre. Hop, ça bouge pas trop. Euh, ouais, je fais attention parce que moi, je suis sur un écran ultra wide. Donc le tableau est très long. Sur mon ultra wide, le tableau, il ne tient pas. Donc il est très très long à faire défiler. Donc j'espère que ça restera euh, parfaitement fonctionnel euh, ouais, donc OKD c'est merci. OKD c'est quoi exactement Misnor parce que moi j'avoue que c'est pas du tout mon domaine de technique. Le monde des conteneurs, c'est un monde qui est très très loin. Pop, pop, pop. D'accord, au final, c'est un petit peu. Ok, donc on peut considérer ça comme un peu le. Je vais faire hurler certains, un peu comme le CentOS d'une époque. C'est. Ce n'est pas maintenu par Red Hat, mais c'est communautaire. Si j'ai à peu près bien résumé le truc. Hop. Et quand je vous disais qu'il était long le tableau. C'est Red Hat, d'accord. Bon bah hop. Hop 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 hop. Je me suis planté. Hop. Donc on fait ce rajout là. Ok, c'est bon. Ouf. Bon, après c'est. Il y a le logo en bas. Attendez. Ouais d'accord, il y a du PodMad, il y a du Prometheus. Bon, ça sera. Je l'ai rajouté. J'aurais pas dû le rajouter là en fait. Pop, pop, pop. Je vais plutôt le mettre là en attendant.
pour hop, je vais mettre une petite note, version libre de OpenShift. Vous inquiétez pas, donc c'est USA. Hop, on passe en gratuit. Et voilà. Salut, c'est Damien, je crois, Durieux, si je me trompe pas. Oui, salut Franck. Ouais, on va commencer un peu à s'amuser. Donc le but du tableau, c'est de trouver, de recenser un petit peu ce qui existe sur le marché pour remplacer les solutions de VMware. Bon, pour le moment, on n'a pas. Je me suis mis donc une branche vraiment que je considère opérationnelle, qui ont un intérêt, on va dire, plus pour moi que pour d'autres personnes. J'ai mis une orientation plus à suivre, même si je pense que pour le coup, OKD de Misnor aura sa place en haut. Euh, OpenQRM, ça c'est plus pour moi de la veille. Ça pourra peut-être intéresser certains parce qu'il y a une connexion avec Proxmox. Oracle, je n'ai toujours pas pigé leur délire sur leur site web. Je sais que c'est pris à partir de Ovirt. Mais leur doc est un coup c'est Oracle KVM, un coup c'est Oracle Linux Virtualization Manager, et puis c'est Oracle, donc par principe, je dirais que je blacklist. C'est complètement con, mais et comme c'est basé sur Ovirt et comme Ovirt un navire incertain, je sais pas trop ce que ça va donner si Oracle va continuer de développer sa solution en se basant sur Ovirt ou en faisant sa tambouille tout seul. On m'avait conseillé une solution chinoise, The Stack. En gros, c'est un open stack fabriqué par les Chinois. Et bah, je sais pas, pour l'instant, Oracle a quand même des très bonnes choses. Tant qu'on n'a pas à devoir passer à la caisse, utiliser leur système de licensing, tout va bien. Mais bon, ça reste Oracle, hein. On a tous un avis négatif sur la boîte, ce qui peut être dédommageable pour eux, et peut-être stupide aussi pour nous parce que ça nous ferme des portes. Donc voilà, dans l'avenir incertain, donc voilà, comme je vous ai expliqué, Ovirt, Rancher OS, j'ai pas du tout capté, comme c'est pas mon domaine de compétence, ce que ça allait devenir. J'ai cru comprendre que c'était plus ou moins être abandonné parce que c'est intégré dans SUSE Harvester. Euh, donc partant de là, je l'ai mis en avenir incertain. En projet mort, j'ai mis un Danuclub qui était slovaque, qui était basé sur la solution américaine SmartOS. Là, on est sur de la niche, de la pure niche. Euh, je- voilà, moi, il est dans mon tier list, on va dire ça comme ça. Pour le côté diversité des infrastructures, un petit peu ras le cul de voir du Linux partout et avoir autre chose, euh, je trouve ça cool voilà, de pouvoir avoir une autre techno, un autre OS à proprement parler. En termes de technologie, ça donne un peu d'air frais. On a un autre projet qui est CloneOS, qui est basé sur FreeBSD. En gros, ils sont deux à développer, donc c'est juste à suivre. Euh, je trouve ça, le truc est intéressant. Les deux, Microcloud et MicroStack, MicroStack, lui, je pense qu'il va remonter. C'est installer au final un OpenStack facilement. Et toutes les solutions qui permettent de déployer de l'OpenStack facilement, je pense qu'il faudrait que je les liste ailleurs. Et comme ça, on se refait à OpenStack et ça m'évitera d'avoir 26 000 solutions différentes.
qui utilise OpenStack et qui facilite l'installation et la maintenance parce que sinon le tableau risque de faire une longueur trop énorme. Je reprends vite fait un petit peu le chat. Salut Lapin Féroce. Salut Franco, je crois que je t'avais dit bonjour. Ouais, c'est ça, David. Ok, pap. Hop. Lapin Féroce, oui, c'est du conteneur, c'est du Kubernetes. Lapin Féroce, ainsi que pour tout le monde, pour ceux qui éventuellement, pour tous ceux qui se posent la question pourquoi j'intègre des solutions comme Harvester ou OpenShift qui ont une orientation plus orientée sur le conteneur et qui font aussi maintenant avec KubeVirt hyperviseur au sens large, c'est que VMware propose une offre basée justement sur Kubernetes. Et aussi, il ne faut pas être stupide. C'est tout le monde. Ça peut être aussi une bonne, comment dire, une bonne chose pour les gens qui pensent changer leur façon de faire au niveau de travailler en quittant VMware, de repenser, s'ils sont éditeurs de logiciels, de repenser éventuellement leur stack, du moins la partie basse, leur partie hyperviseur. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Faut pas non plus être bloqué contre tout. On a deux façons de travailler. On a les VM à l'ancienne. On a la partie containerisation avec le côté ordonnanceur via Kubernetes, plus un autre de chez HashiCorp. Mais je n'ai pas trouvé de solution liée. J'ai perdu son nom, la solution de HashiCorp. Merci. Bon, pas grave. Euh, qui est de l'ordonnancement de conteneurs et ça reste intéressant. Ça fait partie du côté technique. Et ensuite, Gizmo, j'en viens là pour Firecracker. Firecracker, pour moi, c'est la techno d'avenir qui permet de pallier certaines faiblesses que je trouve rédhibitoires surtout au niveau de Docker, au niveau sécurité. En termes d'isolation, c'est des micro VM, des VM hyper light. Dans une logique de containerisation, au final, on se retrouve avec je dirais limite le meilleur des deux mondes et ça pourrait être une façon de travailler qui est très intéressante pour ceux qui travaillent de cette manière-là. Moi, comme vous le savez, je travaille plus sur des environnements en entreprise, donc on est plus sur du Microsoft. On a un peu de Linux. Et on a chez nous les bases de données, ce sont des serveurs dédiés. Ce ne sont pas des serveurs virtuels. C'est du dédié. Avec leur stockage propre. Parce qu'on est sur des volumétries de bases de données. On est en Tera. On parle en plusieurs centaines de Tera. Donc ça, c'est des genres de trucs qui seront jamais virtualisés. Faut que ça bombarde. Derrière, c'est du Fiber Channel. Voilà, ça bombarde. Et après, on utilise des environnements pour le bureau utilisateur et pour la publication d'applications. Moi, je suis plus sur du Citrix, que je connais mieux. Sinon, il y a du RDS. Donc forcément, je vais être très impacté dans ma vision, dans faire le tableau. Je suis très impacté par ma façon de travailler, pas par la façon dont travaillent les autres, surtout les entreprises qui font du software as a service. Ça, c'est pas mon boulot. Moi, mon boulot, c'est dans les entreprises. Et ces gens-là qui n'arrivent pas à comprendre que on gueule sur VMware pour la tarification, dans beaucoup de boîtes, l'augmentation va passer quasiment inaperçue.
parce que VMware, ça va être un bundle. Vous allez avoir vSphere, qui est la partie ordonnancement et tout le bazar. Vous allez avoir la partie vSAN, qui est l'hyperconvergence, et la partie NSX, qui est la partie réseau. Donc l'augmentation des licences se trouve augmentée à cause de ça pour les petites structures, mais il y a aussi un gap de fonctionnalité qui est hyper important. Et peut-être que des entreprises vont utiliser, étaient peut-être tentées par du vSAN et vont peut-être y basculer. On n'en sait strictement rien, personne n'a de visibilité derrière. Salut Tintin PX. Hop. Euh, non, Origin ou Fork 2, ça va être. Je cache pas que ça va être très très chiant. C'est. J'ai juste fait pour Danube Cloud. J'avais marqué basé sur SmartOS qui permettait de renvoyer dessus. Euh, les forks, le souci, moi, ce que je veux, c'est des trucs fonctionnels, éprouvés, avec du support. Je reprends un petit peu. Fixolab, bah, en fait, les microservices, c'est faire des conteneurs au final. C'est isoler tes programmes en plusieurs petites briques qui permettent de les faire évoluer indépendamment les uns des autres. Et c'est pour ça que Kubernetes, entre autres, a pris a explosé parce que ça permet une modularité, une vitesse de déploiement qui est hyper intéressante pour les devs ou même pour la prod dans certaines façons de travailler. Pap, pap, pap. Ah oui, je galère avec 300 jail. Ah la vache. David, t'as dû scripter à mort pour gérer 300 jail sur 6 serveurs. Max, pas forcément. Après, vous savez, hein, sur Internet, les gens gueulent pour pas grand-chose, en fait. Je suis en train de dire ce que Gizmo. Non, en fait, dans les DSI, c'est surtout on aime bien avoir quelqu'un sur qui taper. C'est t'as ton SI qui est planté, tu es en train de perdre par heure, tu perds entre 50 et 200 000 euros parce que ton usine est bloquée. Tu veux taper sur quelqu'un et tu n'as pas forcément envie que ce soit tes équipes qui soient impactées. Tu vas taper sur un prestataire. C'est ce qu'on veut. Il faut un responsable. Au final, le support, on paye de l'aide avant tout, mais on paye aussi, on se décharge de dire c'est pas notre faute. Euh, voilà, c'est Gizmo, ouais, je pense que, sincèrement, je pense que Proxmox dans les petites structures va vraiment exploser, c'est indéniable. Mais sur d'autres boîtes, peut-être qu'ils feront le choix d'un OpenStack. Salut Télémac. D'accord. Ouais, bah. Ouais. Voilà. Bon, on revient sur la partie tableau. Euh, la première colonne, donc c'est le nom du projet. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu à ce niveau-là. Salut au Grimoire, salut Curtis, salut DAF73, donc un Savoyard. Donc quelqu'un de bien. Euh, Gizmo, il n'y a pas que pour ça qu'il ne prendra pas le risque de Proxmox ou d'un XCPNG. J'ai souvent entendu parler que Proxmox était un truc de geek. C'était pas vu comme certaines personnes dans des grosses DSI voient ça comme un produit de geek et pas un produit
comment dire, pas un produit sérieux. Ça fait mal à entendre, mais c'est une réalité. Il y a 15 jours, je mangeais avec quelqu'un qui nous expliquait que ses clients, eux, ils en avaient strictement, ce qui est mon cas aussi, qu'on n'ont strictement rien à foutre que ça soit de l'open source ou quoi que ce soit. C'est on veut un truc qui fonctionne et on veut un support, on veut payer. C'est con à dire, hein, mais c'est ce que veulent beaucoup de boîtes. Ouais, non, ouais, c'est ça. Ouais, pour certaines choses, le gratuit, c'est pas quelque chose de sérieux. Bon, pas que 01.net, hein, aussi le SIGREF, hein, parce que le SIGREF, dans certaines PME, ils sont en train de voilà, ils prennent ça pour argent comptant, ils se pensent qu'ils sont au 440 et en fait, ils pètent l'eau que leur cul pour certaines choses. Même s'il y a des très bonnes choses dans les recommandations du SIGREF, hein, faut pas tout jeter. Donc, je reviens sur le tableau. Oui aussi, mais après c'est Proxmox à partir d'une certaine taille comme XCPNG ou d'autres solutions. Quand tu as vraiment des très 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 gros clusters, euh, ça part en cacahuète. Ça tient pas la charge. C'est pour ça qu'il y a des solutions comme OpenStack qui sont prévues pour tenir des très très grosses charges. Sinon OVH ou d'autres hébergeurs n'utiliseraient pas ça. Donc pour revenir sur la catégorie souverain, parce que c'est souverain ou protectionniste hein, au choix. Donc, on a beaucoup de structures même qui sont en libre, qui sont américaines. Pour Open Nebula, j'étais persuadé que c'était une boîte américaine. En fait, c'est une boîte espagnole basée à Madrid et à Bruxelles. Donc ça, c'est l'optimisation fiscale. Proxmox, c'est autrichien. XCPNG, c'est français, ils sont à Grenoble. Suze, pourquoi je ne le considère pas souverain? Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, parce que il y a Rancher qui est dedans. Des produits de chez Rancher que Suze a racheté la boîte américaine Rancher. Et c'est au final Harvester, je le considère plus comme un produit américain qu'un produit européen. Vous pouvez trouver ça stupide, mais pour moi, voilà, on, vu qu'il y a une boîte américaine derrière, je ne peux pas considérer ça comme souverain. Il y a un trop gros risque de patent interne et tout le bazar lié aux États-Unis. Donc voilà la raison pour laquelle je ne considère pas ça européen. Euh, oui. Oh, quoique, tu peux prendre Open Nebula. Open Nebula, pour l'instant, c'est celui qui gagne dans le tableau, hein. Ensuite, la structure de dev, c'était plus, voilà, Apache, ou comme OpenStack, ce sont des fondations qui sont derrière. Les autres, ce sont plus des entreprises qui sont derrière, même s'il y a un peu de communautaire. Proxmox et Open Nebula ont vraiment une communauté. Il y a vraiment la partie entreprise et la partie développement communautaire qui y sont présents. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette petite différence. L'usage. L'usage, c'est de savoir si on peut l'utiliser en côté gratuit ou pas. Euh, donc forcément, Citrix Hypervisor, lui, il est payant. Nutanix, c'est payant. On a la version gratos. OpenNebula, c'est gratuit. OpenShift, c'est payant, mais on a OKD qui permet de passer à autre chose. Verge.io, j'en entends énormément parler aux États-Unis, sur les forums américains. Je vois le nom passer vraiment énormément. Eux, ils ne sont qu'un modèle uniquement payant. Et pourtant, leur solution a l'air vraiment super cool. Ensuite, j'ai essayé de retrouver au maximum les licences.
Max, si, si, il y a le code de dispo pour Suze. Euh, donc voilà, j'ai mis les licences. Après, structure de. Voilà les usages. Ensuite, j'ai fait une colonne licence pour s'y retrouver. C'est plus indicatif parce que ça, à titre personnel, je m'en fous totalement. J'ai mis l'indication de savoir s'il y avait un support. On est, on n'est pas sur une orientation Home Lab, on est sur une orientation business. Le support H24, donc c'est le support. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je mette une nouvelle colonne. Support tiers. Euh, c'est le support officiel du projet. Si je prends Proxmox, le support payant, c'est en heure ouvrée. Il n'y a pas de support H24. Le support H24, il faudra passer par une société tierce. Hop, et voilà, ça c'est complété. Lapin féroce, je fais juste attention à l'heure. Je ferai une petite digression sur XCPNG tout à l'heure. Ensuite, j'ai mis la documentation qui est très importante en prod. Le seul que j'ai trouvé très compliqué, c'est Proxmox. Proxmox, vous avez une doc, vous avez un wiki, vous avez le forum, et vous avez des trucs en plus qui sont nulle part ailleurs, qui sont sur des blogs. C'est une merde pas possible à ce niveau-là. Ils ont un, c'est un de leurs plus gros points faibles pour moi. Unread, je considère pas ça comme une solution professionnelle. Et puis c'est un truc de stockage. Unread, c'est pas de la virtualisation, c'est du stockage à la base. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas une solution sérieuse. Ensuite, j'ai mis des petites notes. Est-ce que c'est revenu le son? Est-ce que c'est revenu? Ah ok, cool. Vive mon micro de merde. Donc oui, pour la prise en main et le MCO, le maintien en condition opérationnelle, donc j'ai mis une note sur 5. Et ces notes-là sont totalement subjectives et sont plutôt personnelles. Donc ça, je sais pas si je vais les garder ou pas. Euh, Ensuite, ce qui m'intéressait, c'était de savoir la base de virtualisation qui était possiblement utilisée. Donc j'ai j'ai fait une impasse très volontaire parce que Apache Cloud, Nutanix, OpenNebula, OpenStack, ainsi que deux trois autres par là, arrivent à se connecter à vSphere, donc au produit VMware. Le but c'est d'en sortir, donc je ne les ai pas mises. C'est parfaitement volontaire. Max, pour Hyper-V, Hyper-V, détrompe-toi, ce n'est pas que Azure. Hyper-V continue d'être développé et proposé. Ce qui a disparu au niveau d'Hyper-V, ce qui va disparaître au niveau d'Hyper-V sur Hyper-V 2025, avec Windows Server 2025, c'est la version libre, du moins disponible gratuitement, l'hyperviseur seul. Euh, mais Hyper-V continue toujours d'être utilisé et Microsoft pour Windows 2025 a une petite feature qui va me faire changer énormément d'avis sur la fonction d'utiliser les clusters Hyper-V. C'est la possibilité de ne plus utiliser un Active Directory.
on utilise un workgroup pour gérer les Hyper-V. Et ça va faire une énorme différence sur le produit. Vra- le fait de plus être dépendant de l'AD, ça va être un vrai confort. C'est un vrai confort. Euh, Hyper-V, ce n'est pas une solution idiote en entreprise, mais alors pas du tout idiote. Comme je vais l'expliquer, moi je travaille dans des entreprises, l'environnement est 80, 90, voire 95%, c'est du Microsoft. Sachant que on est en licence data center. Faire se dire que on va tout passer en Hyper-V, ça ne changera strictement rien en termes de prix. Dans un environnement majoritairement Microsoft, faire le choix de basculer de VMware à Hyper-V, vous faites une économie d'argent. Et, et surtout avec le fait qu'on n'a plus besoin de l'AD, que les hyperviseurs peuvent tourner dans un workgroup, ça va aussi apporter une souplesse qu'on n'avait pas avec Hyper-V. Euh, non, c'est... Hyper-V, Hyper-V va faire son petit bonhomme de chemin en entreprise. Hyper-V, pour certaines choses, oui, je te l'accorde, Gizmo, c'est pas ouf, mais ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait d'Hyper-V, donc je vais pas trop m'avancer dessus. Le produit a évolué. J'ai une expérience relativement positive avec Hyper-V malgré quelques tracas. Euh, mais non, faut pas rester négatif. Et Hyper-V a de très bonnes perfs pour le côté Linux aussi. Euh, oui, Max, oui, le souci c'est qu'Azure Stack, c'est toujours le côté faire sortir le on-premise pour mettre absolument dans le cloud. C'est la politique de Microsoft avec Office 365 et compagnie. C'est le but, c'est de tout mettre dans de choper les clients on-premise et de les obliger à passer dans le cloud. C'est juste les tenir par les couilles. Mais bon, ça, c'est pas les seuls à le faire. Mais voilà, leur politique est un petit peu violente. Donc je reviens sur les basés sûrs. Je pense que le nom est pas forcément euh, très évocateur, je vous l'accorde. Le fait de pouvoir avoir un petit peu autre chose que du KVM, c'est aussi un bon signe industriel. Ça veut dire qu'il y a une concurrence. S'il n'y a qu'une seule techno, la techno va aussi avancer moins vite. C'est relativement intéressant que Xen continue de vivre, d'évoluer, Hyper-V continue de vivre, que Biv euh, continue, euh, continue d'évoluer. Ça, c'est vraiment des choses très intéressantes. Pour moi, c'est un gros plus. Gizmo, techniquement, tu devrais pouvoir virtualiser. Il doit y avoir une méthode dans Proxmox normalement pour le faire. Non, non, si tu commences à mettre la main là-dedans, Max, ouais, ça va être la. Euh, ouais, non, là, de toute façon, attends. Putain, Franck, ton poste, tu t'es fait modérer pour verge.io. Qu'est-ce que c'est con. Qu'est-ce que c'est con les bots. Voilà, pour le côté là, je pense que je devrais plutôt mettre euh, technologie d'hyperviseur. Ensuite, le 1E, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que parfois on peut avoir des sites distants où on a besoin que d'une seule
on a besoin que d'un seul serveur et avoir des VM. Donc ça, c'est pour ça que ça m'intéresse. Et puis bon, ça peut aussi être intéressant pour ceux qui font un peu de home lab. L'hyperconvergé, moi je suis pas une fan, mais certains adorent. Si vous savez pour Apache, Citrix, OpenStack en hyperconvergé, je prends. Parce que je ne sais pas. Euh, voilà, je vous le dis tout de suite, ça je ne sais pas. Oh là 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 là, il va falloir. Un seul nœud est possible pour Verge. Ok, c'est noté. Ensuite, hyperconvergé, c'est. Au final, hyperconvergé, il te faut trois serveurs physiques. Tes trois serveurs physiques vont héberger la partie calcul, donc la partie processeur et RAM, et ils vont aussi avoir la partie stockage. Donc la partie stockage, généralement, c'est du Ceph. Tu vas avoir 3 unités stockage par serveur. Donc, qui, c'est un espèce de RAID logiciel. Entre les trois serveurs, le stockage va gérer. Tu rajoutes un serveur hyper convergé, donc tu rajoutes de la RAM du CPU et du stockage. Euh, et, si et si tu n'as plus de stockage, ça veut dire qu'il faut que tu rachètes un nouveau serveur pour rajouter du stockage. C'est une des contraintes liées à l'hyperconvergence. Sur des petites structures, c'est un gain de place phénoménal. Ouais, ça va être très très chiant, Franck, je te l'accorde. Ensuite, vSphere Migration, vMotion, Storage vMotion, DRS. Donc ça, ce sont les noms de techno qu'on trouve chez Red Hat. Pas chez Red Hat, chez VMware. Hop. De toute façon, le tableau, il sera mis en accès libre prochainement. Je continue juste de le remplir. Donc voilà, comme indiqué, souverain, projet géré en Europe, un nœud, voilà, single node, DRS, Distributed Resource Scheduler. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était le vMotion. Le vMotion, c'est la migration à chaud. Non, 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 il manque pas, Gizmo. Le vMotion, c'est tu prends ta VM, tu fais OK, il est sur le serveur 1, je la mets sur le serveur 2. Donc ça, c'est la VM c'est le vMotion. C'est volontaire que je reprenne les termes de VMware. C'est pour pouvoir s'y retrouver plus facilement quand tu viens de VMware. Après, t'as vSphere HA. Donc le vSphere HA, c'est tu perds ton serveur physique, tout ce que tu as dit en VM qui était en haute disponibilité redémarre sur les autres serveurs. Donc ça, c'est le vSphere HA, donc la haute disponibilité. Que j'ai mis 2 fois. J'ai pas. Ouais, bon, ok. C'est pas très grave. Je vais juste revenir sur vMotion. vMotion, c'est une technologie qui date, que je ne dise pas de conneries. Je crois que c'est depuis ESX 3.0, donc que ça existe. Et ce qui a permis à VMware de prendre des parts de marché début des années 2000, parce que c'était la fonctionnalité que personne n'avait. Il aura fallu, pour avoir du achat, il aura fallu attendre que je dise que Hyper-V, du moins la sortie de Windows 2008 serveur, donc on était courant 2007. Euh, il a fallu attendre, ouais, on va dire à peu près 5 ans, si je dis pas de conneries, pour que la concurrence fasse le vMotion, le Live Migration ou la migration à chaud.
Donc il a fallu attendre voilà, quelques années pour que la concurrence le fait. Euh, euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le storage vMotion. Le storage vMotion, c'est la migration du stockage à chaud. C'est-à-dire que vous avez votre machine virtuelle qui est sur un SAN, du moins sur une baie de stockage, dont on va dire le NAS 1, et vous dites bah, je vais passer le stockage sur le NAS 2. Et ça se fait de façon complètement transparente. Le storage vMotion, c'est ça. Donc, quand tu viens de VMware, on l'utilise énormément, surtout quand on est à plusieurs sites distants ou plusieurs salles. Souvent, pour pouvoir, on évite généralement de mettre le stockage dans la salle numéro 1 et la VM qui tombe sur la salle 4. On va essayer de mettre ça en parallèle pour justement éviter le côté merde, j'ai perdu le nom. Éviter de perdre en latence au niveau des VM. Après, il existe un système de réplication que je n'ai pas encore intégré au tableau qui permet de faire du PRA. Je reprends vite fait. Est-ce que c'était assez clair cette petite explication vite fait sur ce domaine-là? Ouais, mais Asie, ça existait juste. Ça existait en 2008, mais je te l'accorde. Mais ça existait. Gizmo, pour revenir, LibVirt, c'est une il y a libre, librairie virtuelle. Ce n'est pas de la virtualisation, c'est juste un outil qui permet de piloter différents systèmes de virtualisation. Faut juste faire très attention à LibVirt, c'est pas de la virtualisation. À proprement parler, c'est juste une bibliothèque qui permet de piloter des outils de virtualisation. LibVirt KVM, c'est du KVM from scratch. Et ça m'intéresse pas. Le côté from scratch ne m'intéresse pas du tout. NSX. NSX, c'est la partie réseau virtuel dans VMware, ce qui correspond à un Open vSwitch. Donc, c'est-à-dire qui permet de faire de gérer les VLAN, de gérer la couche 2 et 3 virtuellement. Nagam, ouais, on peut, ouais, ouais, c'est un petit peu l'idée, ouais. Je te l'accorde. Donc Gizmo, le NSX, c'est comme Open vSwitch, c'est du réseau virtuel sur les couches 2 et 3. Comme quoi le modèle OSI il sert quand même un petit peu. Et plein de produits l'intègrent en natif, Open vSwitch. Donc ce qui permet par exemple de faire le VXLAN, ce qui permet aussi, quand on utilise de l'OpenStack, de pouvoir faire les règles de firewall, ce qui rentre et ce qui sort pour les VM. J'avais pas parlé du DRS, qui est une technologie qui est très utilisée, je fais gaffe à l'heure, qui est très utilisée au niveau. Très utilisée, qui est utilisée au niveau VMware. C'est vous avez des groupes, un pool de VM. Vous avez 5-6 VM et qui doivent tout le temps fonctionner ensemble. Et vous pouvez dire voilà, tel VM est sur tel cluster et compagnie. Euh, et aussi d'adapter la charge des VM. Donc c'est relativement intéressant et je n'ai pas vu pas beaucoup d'équivalents disponibles en monde libre à ce niveau-là. Il y en a très 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 peu. Pop, pop, pop. Et sinon, après, je voulais parler. Donc, DRS, c'est fait. Et puis après, vSphere Distributed Service Engine.
C'est une techno qui, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'équivalent sur tous les concurrents. Et je n'ai aucun équivalent à cette fonctionnalité-là. Aussi. Mais maintenant, ça va être intégré. Je n'ai, voilà, pour vSphere Distributed Service Engine, je n'ai aucune alternative. Euh, donc, vSphere Distributed Service Engine fonctionne avec NSX. Donc, NSX va prendre le DPU. Donc, le DPU, ce sont des cartes additionnelles que vous mettez dans le serveur qui vont vous faire certains calculs. Le calcul des connexions TLS, donc les certificats SSL, peuvent être gérés par les DPU. Vous pouvez, voilà, vous ne gérez plus du tout la partie, euh, la partie chiffrement, vous ne la gérez plus, par exemple. Ce qui est très pratique quand vous hébergez beaucoup de sites web. Et donc la carte est gérée par NSX et vous dites donc dans vos outils, voilà, tout le trafic par là va utiliser en gros les certificats, tout ça seront gérés et calculés par la puce. Je n'ai pas d'équivalent. Je connais pas Quick Assist. Voilà Max, ouais, c'est ça, c'est le but, c'est de décharger un maximum les ressources. Et là, je n'ai vraiment pas d'alternative là-dessus. Quick Assist, je vais juste me le noter parce que je ne connais pas. Hop. Hop, voilà, je me suis noté. Ouais, Gizmo NSX est égal au VS Open vSwitch. Et c'est ça. Ah, Max, t'as eu des soucis avec le DRS. Donc, Next Design, non, Kubernetes. L'offre Kubernetes chez VMware, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais il y en a une. Il y en a une, mais j'ai perdu le nom parce que c'est c'est pas dans mon domaine de compétences, dans ma façon de travailler. Naguam, d'accord, Naguam, ouais, ok. Euh, d'accord, bon. Donc le vMotion, globalement, ça, tout le monde sait faire. Ah, tiens, il va falloir que je fasse ça à la main. Le storage vMotion, je sais que Proxmox sait le faire. SmartOS, il n'est que euh, comme Nutanix, c'est hyper convergé, donc c'est forcément euh, hyper convergé. Ouais, bon, j'écris comme hyper convergé. Bon, hop, je corrigerai plus tard. Là, typiquement, c'est des choses qui. Là, pareil, c'est de l'hyperconvergé. Verge.io, c'est de l'hyperconvergé. OpenShift, c'est de l'hyperconvergé. Hyper-V, j'en sais strictement rien, mais je pense que oui. Donc là, il faudrait que je cherche. Si quelqu'un a la réponse, je prends. Oui, ici. Salut Darksidius. Ah, merci Misnor. Ah oui, salut, merci Finz, Tanzu, et merci David aussi pour coucou Chavenet. Asie, storage migration, oui, ok, merci. Pop, pop, pop.
Pour la partie DRS, je crois que Proxmox le fait, il me semble, j'ai un doute. Euh, je- Après, les autres, voilà, Nutanix, je sais plus. Là, j'ai pas de Nutanix sous la main où je suis, donc je pourrais pas le dire. Je pense que bon, c'est pas forcément la fonctionnalité la plus importante en soi, mais qui chez certains peut avoir de l'importance. Donc là, si personne n'a la réponse, je vais laisser tel quel. Je vais laisser vide. Oula, ça va pas trop mal à la tête, Dark Sidious. Donc bah, malheureusement, tout ça, ça va passer en... Je ne sais pas. Hop, et voilà, je ne sais pas. Euh, donc voilà. Là, je me concentre sur ces lignes-là, mais si vous avez des choses à rajouter éventuellement sur MicroCloud ou MicroStack, je prends. Ou aussi sur Oracle Bidule Chouette, je prends. Mais là, je pense que personne doit s'y connaître. Par contre, MicroCloud ou MicroStack, potentiellement, il y a peut-être des gens qui utilisent. Ah, punaise. J'aurais bien aimé y aller, mais je pense que j'aurais plus fait la chasse aux goodies et pris des apéros. Euh, donc ensuite, on a la partie conteneur. Nerk Design, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, Proxmox fait du DRS, ok. Ah non, le monde AX Solaris, de toute façon, Solaris, tu peux considérer que c'est quasiment mort. Et AX, ils ont leur propre système de virtualisation qui est basé, je crois, sur KVM de mémoire. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et je vais rebondir sur ce qui me fait penser à un tweet auquel j'ai répondu. Est-ce que je vais parler d'infrastructures basées sur ARM? Le souci, c'est que la virtualisation sous ARM, en officiel, vous avez que OpenStack à ma connaissance. Donc le problème, il est réglé. Et pour pouvoir vraiment faire de la virtualisation comme il se doit sur ARM, il faut absolument des processeurs de style Ampère. Les cartes de développement, Raspberry Pi et compagnie, ça manque un petit peu de fonctionnalité pour la virtualisation. Donc c'est pas top. Ouais, c'est peut-être mieux expliqué effectivement pour DRS. Bah voilà, Nightguam, t'as parfaitement résumé le problème des instructions, les, les extensions de virtualisation, c'est hyper compliqué. Nutanix, oui. Ok. Bah, c'est. Pop, 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 c'est où? Ah, je suis bête, moi. Ah, bah, je suis loin. Pour Nutanix, c'était qui? Asie. C'est valable aussi pour la version communautaire? Techniquement, je pense que oui, mais j'ai un doute. Hop, je fais des petits copier-coller de certaines informations pour moi, pour ce que ça m'intéresse. Euh, D'accord.
Merci, merci Asie. Donc, je continue. Donc, il y a la partie Hyper-V, c'est moins sûr. Bah ouais, on va le laisser, on va le laisser dans son coin Hyper-V. Après, il y a la partie conteneur. Donc Apache ClueStack, de toute façon, je sais pas, et puis c'est quasiment pas utilisé. Je sais que sur Citrix Hypervisor, ça l'est. Sur Hyper-V, nativement, c'est une espèce de bidouille, donc je l'ai mis comme non. Nutanix utilise du Kubernetes. Le CE, je pense qu'il doit utiliser aussi du Kubernetes. Donc OpenNebula utilise LXC et Kubernetes. Avant, c'est utilisé LXD, mais depuis le changement de licence, ils sont revenus à LXC. OpenShift, c'est du Kubernetes. Oui, c'est voilà, oui, Nagua, moi. Après, ça permet d'éviter d'avoir plusieurs outils, d'avoir un seul outil pour tout faire. Ça peut être intéressant. OpenShift, putain, tu t'es fait modérer. Je sais pas qui, mais tu t'es fait modérer. C'est Gizmo qui s'est fait modérer. Je crois que PUTE, il a pas apprécié. PU espace TE, il l'a pas apprécié. Euh, OpenShift, c'est plus, j'ai plus mis la partie ordonnanceur. Mais si tu veux, je peux mettre Podman, hein, ça coûte pas grand chose. Peut-être falloir que je fasse. Donc là, effectivement, sur la partie conteneur, c'est pas le bon terme que j'aurais dû utiliser. À la place de conteneur, vous verrez quoi? Dans ce cas-là, plus pour les technos liés à la conteneurisation. Ok, on va partir sur orchestrateur. Euh, Orchestrateur conteneur, parce que techniquement, il y a un orchestrateur aussi pour les VM. Ouais, là pour le coup, ouais. Hop, on va aller. Euh, Docker, Podman. LXC. Hop, hop. Oh Oh Gizmo, là, t'es méchant. T'es méchant, là. Euh, Solipticide, je ne connais vraiment pas du tout le monde Kubernetes, même si j'ai un petit lab dessus. J'ai juste fait de l'installation et de l'administration basique d'admin système. Après, son fonctionnement, je n'y connais strictement rien. J'ai jamais trouvé d'intérêt. J'ai jamais trouvé su quoi faire tourner. Je sais pas quoi faire tourner dessus en fait. Avec des VM, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas de trucs qui me viennent en idée pour la partie conteneur Kubernetes. Euh, donc,
Est-ce que c'est... Ouais, dans ce cas-là, pour vous, c'est peut-être plus clair? Node, ça, c'est un peu... je crois que c'est un mot bateau hein, maintenant, Node. Euh, ouais, pas moi. 15h35, je fais juste attention parce qu'après, il y aura du fixou. Ouais, c'est ça qui est un petit peu... Ouais, je vais rester sur... Je vais mettre... Je laisse sur orchestrateur de conteneur. Conteneur, ce sera plus la technologie utilisée, on va dire, au niveau du node. Parce que pour micro VM, on a exactement la même logique. Bon, bah, je vais passer à la suite. Donc ensuite, j'ai rajouté micro VM. Kata Container, je sais, ça utilise Firecracker, mais je préférais mettre Kata Container. Je préférais mettre la techno à proprement parler parce qu'Open Nebula, c'est du Firecracker pur et dur. Euh, Là, de toute façon, je pense pas qu'il y ait grand monde. Désolé, j'ai le hockey. Ensuite, les backups natifs. Bah, j'ai fait en fonction de ce que je connaissais, mais OpenNebula, je sais. Je pense qu'OpenShift, ça doit gérer nativement aussi. Je pense OpenStack, techniquement aussi. Si quelqu'un le sait, je prends. Salut Tinoz. Si quelqu'un a des informations à ce niveau-là, je prends. Ou se taise à jamais. Qu'est-ce que tu entends, Tinos, par la présence d'une interface centralisée? Tu veux parler façon vSphere? Snapshot, c'est pas du backup. OpenShift, oui. Bah, ok, ça c'est cool. Gizmo, pas forcément, hein. OpenShift, ok. Ah oui, ça je dis pas le contraire, hein, Gizmo, mais ce n'est pas. Voilà, c'est ça. Il y a une solution de backup native qui est utilisée après par PBS. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la partie backup natif. Je pense que je vais rajouter, je sais pas encore, mais sûrement une colonne peut-être backup externe, je sais pas quoi. Je sais pas encore. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a la gestion des backups vraiment nativement euh, de fonctionnel. Bon, à première vue, maintenant on va passer au store. Donc le store, c'est un store applicatif. Donc je sais que sur OpenStack, il y en a un. Je sais que sur OpenNebula, il y en a un. Je sais que sur CloudStack, il y en a un. Euh, le reste, sur Proxmox, je... Bah, il n'y en a pas en fait. Bah, ouais. Après, c'est plutôt vraiment le côté natif qui m'intéresse, Naguam. Bon, de toute façon, OpenShift, hein, c'est. Je pense que c'est. Tu payes chaque option. Le store, voilà, sur OpenShift, je sais pas s'il y a un store. Tu dis, tiens, clac clac, je veux tel truc. Je pense pas qu'il y ait ça sur OpenShift. Sur OpenNebula, tu dis, ok, je veux tel VM ou éventuellement un store de conteneurs, surtout des VM. Tu déploies ta VM et c'est super pratique. Tu peux avoir ton propre store géré en interne, comme sur OpenStack, et je trouve ça super pratique.
Ouais, mais des templates, juste LXC, c'est pas suffisant pour moi. Il faut aussi les VM. Je vais mettre LXC. Ouais, pour moi, c'est pas réellement un store, hein, mais bon, c'est. Après, c'est la sensibilité de chacun. Pour moi, c'est. Après, c'est pas forcément. C'est pas la fonctionnalité qui a le plus d'intérêt, il faut être honnête. C'est juste du confort qui peut être très pratique dans certains environnements. De dire, voilà, les devs ont besoin d'une VM, ils cliquent, pof pof, la VM s'installe, ils ont leur clé, on n'en parle plus, comme s'ils étaient sous AWS. C'est surtout dans ce style-là qui m'intéresse ça. Ouais, c'est pas. Pour Proxmox, c'est très litigieux, hein. Je vais juste laisser l'XC. Pour la partie multi-cloud, c'est le côté pouvoir se connecter à d'autres clouds. Donc je sais que Nutanix peut se connecter à d'autres infrastructures. CE, je ne sais pas du tout. OpenNebula, ils peuvent se connecter à AWS par exemple. OpenShift, je sais qu'il y a un lien aussi. Euh, Tout le reste, j'en sais strictement rien du tout. Si quelqu'un a une réponse, je prends. Et on va. Il me reste un peu moins de 20 minutes, donc on va un petit peu torcher. Donc le multi-cloud n'est pas forcément. Ça, ouais, remarque, oui, ça, je le savais un petit peu. Ouais, c'est le gros problème de Proxmox, c'est que pour avoir certaines informations, c'est un peu compliqué. Bon, je pense que. Oui, intégrer des clouds commerciaux, hein. Non, le multisite, c'est autre chose. C'est le PRA et j'ai pas mis la colonne. Faudrait que je le mette. Non, non, multi-cloud, c'est vraiment intégration à de la WS, à de l'Azure, à une société tierce. Non, ça, plusieurs DC, c'est une autre fonctionnalité que j'ai pas mise, que j'ai oublié de mettre. On verra, on le verra un peu plus tard. Pour Firewall, ouais, bah oui, forcément, oui, Azure, je suis bête, forcément, pareil logique. Après, je reviens sur la partie réseau, la partie Firewall. Là, c'est une erreur de ma part. Je sais pas. Je sais que sous Proxmox, la partie Firewall est gérée directement via iptable. Verge, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'était le cas. Bah, pas forcément en fait. En fait, la version intégrée, ça va être Open vSwitch qui va être intégré. Et voilà, on m'a dit hier que il y avait Open vSwitch qui était intégré avec CPNG. Suze, je sais pas du tout pour Averres, Vergeo, j'en sais strictement rien. Ah non, attendez, je me suis trompé. J'aurais dû mettre Open vSwitch, donc ça c'est le firewall applicatif. Nutanix, je sais pas. Ouais, OpenNebula utilise. Ouais. Donc ça va être plutôt comme ça. Donc, ok, c'est Open vSwitch. Donc dans ce cas-là, son.
Ah ouais, d'accord. Ouais, vraiment, c'est un monde que je connais vraiment pas du tout, Kubernetes, et ça se voit. Euh, hop, je reprends ce que tu as marqué, je me note ça. Je me coucherai moins bête ce soir. Salut Captain Ishido. Hop, je vais prendre aussi ce commentaire. Ok, donc Open vSwitch c'est fait. J'en étais où? Après VLAN, tout ça, normalement Hyper-V gère les VLAN. VXLAN, je crois pas. Nutanix, bah oui, bien sûr, ça gère les VLAN. Donc, hop, forcément, si c'est en module, ça gère. Pop, pop, pop. Donc Nutanix, j'en sais rien. Citrix, j'en sais rien. SUS, donc forcément, ça passe en oui. Et Verge, s'il y a de l'Open vSwitch, techniquement, ça passe en oui. Ouais, donc ouais, techniquement, ça reste possible, mais ça reste de la bidouille. Ah, punaise. Bon, je vais revenir en arrière. Donc, oui. Et oui. Le reste, je vais mettre en suspens. Euh, Rien d'autre à rajouter sur la partie VXLAN. Parce que là, j'avoue que je torche un petit peu là. Euh, Ensuite, ce qui m'intéressait, c'était la connexion ISCSI et ISCSI Multipass. Ah, si c'est pas intégré, dans ce cas-là, ça m'intéresse, c'est non. Ah, punaise. Bon, je ferai ma correction un peu plus tard. OpenShift. Ouais, bon, ça a l'air d'être un petit peu flou. J'avoue que je pige pas trop pour le moment. Ok. Bon, Nutanix. Max, pas forcément. Pas forcément, hein. Tu regardes Proxmox qui sait faire de l'hyperconvergé. Il fait de l'ISSI, mais Nutanix, j'ai un doute. Je sais qu'il fait du NFS. Je sais qu'il fait du NFS, mais ISSI, non. Normalement, non, mais on sait jamais, hein. Parfois, les trucs étranges. Network Policy, ça, c'est plus ou moins implicite parce que je crois que tout le monde le fait, hein. Après, il y avait la partie multipass, donc là, c'est. Hop, je regarde vite fait le lien. Donc, il y a bien du VXLAN. Donc, ok, VX. Ok, bon, je mets ça pour plus tard. Hop, je reprends le chat. Ah, bah oui, forcément, puisque c'est. Non, c'est pas ça qui m'intéresse.
Donc, de toute façon, Nutanix, le Fiber Channel, normalement, pas du tout. Ah, punaise, j'ai fait de la merde. Hyper-V, je sais que oui. SmartOS, j'en sais strictement rien. SUSE, j'en sais strictement rien. Et VirtGIO, j'en sais strictement rien. Tinos, attends. Qui fait la. Attends, je l'ai mise où là? Ah, bah c'est là, c'est vSphere Migration. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Euh, donc, tu as Nutanix qui a un outil et c'est transparent. OpenNebula aussi, un système assez transparent. OpenShift, apparemment, c'est transparent. Proxmox, c'est en dev. VirtGIO, il y a aussi. XCPNG, il y a aussi. En mode graphique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la connexion à vSphere. Et que ça. Bah, ça marche. Pour ce que j'ai testé, moi, ça marche. Bah, par rapport à la. OpenShift supporte le SCSI. Ouais, c'est marqué. Alors, le reste, c'est. Hop, hop. Je prends note quand même. En fait, le tableau, il est très très loin d'être facile à faire, mine de rien. Donc, le Fiber Channel, voilà. Je fais juste très attention parce que j'avais dit que j'éviterais de dépasser 16 heures. Et il reste 8 minutes. Bah, c'est très compliqué de comparer, hein. Mais ça se trouve. Après, c'était le support des CPU, des GPU, donc virtual GPU, hein. On parle pas de pass-through. Le pass-through, c'est pas du tout le truc. Le but, c'est de dire au VM de se partager une partie de la puissance de la carte graphique. Un vGPU, c'est ça. Donc, le pass-through, j'en ai strictement rien à carrer. vGPU, c'est virtualisation de la puissance de la carte graphique. C'est comme un vCPU. Voilà, c'est ce que j'aurais dû dire. Un vGPU, c'est comme un vCPU pour la carte graphique. J'en sais strictement rien et ouais, ça supporte SRV et IAO, certes, mais le problème, vGPU, Nutanix, oui. Pour vGPU, pour les cartes Nvidia, AMD et Intel ou juste Nvidia? Parce que là, j'ai fait la distinction, parce qu'il y a des sacrées surprises. Sur tout ce qui est sur Nvidia ne fait pas de driver au niveau vGPU pour Xen par exemple. Non, j'ai pas mis VTPM, mais c'est pas forcément. Euh, ils le font tous. Ils le font tous maintenant, le VTPM. Nerk Design, t'as pas compris euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les solutions de virtualisation font du vGPU et comment ça se passe avec les process avec AMD, Intel et Nvidia.
Après, je sais très bien qu'NVIDIA a des drivers et tout le bazar, parfois qui sont plus ou moins hasardeux. Normalement, pour Hyper-V, je dirais qu'il y a de l'AMD et du NVIDIA quasiment sûr, mais ça, faut que je recontrôle. Donc XCPNG, driver NVIDIA, vous oubliez, c'est mort. Vous avez le support AMD qui est d'entrée de jeu. Intel, je crois que c'est non. Proxmox, c'est une putain de bidouille non officielle. Pour AMD, j'ai pas trouvé l'info pour Proxmox. Nvidia, il y a un tuto sur le wiki, mais pas dans la doc officielle. J'avoue que c'est le côté très casse-couille de Proxmox là-dessus. OpenNebula, j'ai trouvé. OpenStack, je serais étonné que ça ne le fasse pas. Je sais que via Emile, je sais que le monde Kubernetes s'est tapé sur du GPU pour le calcul, mais je sais pas si ça sait gérer le vGPU. Je sais pas du tout. Merci Max. Possible que ça soit des licences payantes. Possible, possible. Et je reviens pour la partie DPU. Désolé, hein, je suis un petit peu en mode accélération. Pour la partie DPU, c'est la façon de gérer le réseau, l'accélération du réseau via le DPU. Je devrais renommer cette partie-là. Euh, je sais que Proxmox c'est niet. Je sais qu'XCPNG c'est en dev. Euh, et le reste, j'en sais strictement rien. J'ai pas cherché. Bah, Nerk Design, je pense que même pour AMD, il doit y avoir. Faudrait que je regarde plus en détail. Après, c'est pas des parties très. Euh, pour, pour beaucoup de personnes, c'est pas forcément des parties très intéressantes. Je sais que j'ai travaillé justement avec du vGPU et c'est tellement casse-couille à mettre en place que si tu peux éviter d'en faire, mais t'en as qui ont des idées bizarres. Ouais, bonjour, on voudrait que nos dessinateurs industriels puissent travailler leur outil leur poste de CAO soit dans du Citrix. Donc tu es obligé d'avoir du vGPU. Et c'est casse-couille. Tinos, après, VMware a aussi même Nutanix aussi, ils ont des préconisations matérielles pour leurs solutions. Voilà, ils ont des cas d'usage du matériel certifié. Euh, pour eux, c'est vachement plus. C'est logique. C'est logique justement qu'il y ait très peu de support à ce niveau-là. Et le DPU est une technologie, je sais, qui est utilisée chez beaucoup d'hébergeurs. Chez Clever Cloud, j'avais vu passer des trucs à ce sujet-là. Euh, mais voilà, c'est plus retrouver la fonctionnalité d'accélération au niveau du réseau. Et on est sur un début de technologie, hein. Voilà, je ne vais pas me formaliser là-dessus. Nagwam, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure en citant Emile, où travaille notre cher Emile. Euh, c'est du calcul via carte graphique, mais ne pas mélanger DPU et carte graphique, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment deux choses différentes. C'est là-dessus, je suis peut-être un peu, je suis tatillonne, mais c'est vraiment le DPU et la carte graphique sont des choses totalement différentes. Parce que sur un DPU, vous avez un connecteur réseau quand même, hein. Euh, et les accélérateurs généralistes à base de Nvidia vont petit à petit disparaître vu ce qui arrive en plus spécialisé sur l'IA, entre autres sur l'accélération
LLM, je crois. Je me plante pas sur le nom. Et donc Nvidia va pas tarder à sortir du jeu sur une partie de l'IA, et les cartes dédiées à l'IA vont arriver petit à petit. La partie OS, c'est la partie, le socle sur lequel est basée la solution de virtualisation. Donc Apache Stack, ça doit être de l'OpenSUSE ou des trucs comme ça qu'OpenStack, donc je sais pas exactement. Citrix Hypervisor, c'est un Linux, je sais pas trop comment. Windows, c'est du Windows. Nutanix, je crois que c'est un Linux un peu maison aussi. Donc OpenNebula s'installe sur de l'Alma, de CentOS, du Red Hat, du Debian, de l'Ubuntu. Et le support Rocky n'est pas officiel. Donc ensuite, Proxmox, c'est du Debian. SmartOS, c'est Illuminos, donc c'est un fork de OpenSolaris. Harvest, je pense que c'est du SUSE. VergeIO, c'est un Linux, mais j'ai pas réussi à avoir plus de détails. Et pour XCP-NG, j'ai pensé pendant jusqu'à hier soir que ce n'était qu'une CentOS, et en fait c'est un Linux maison. C'est un Linux maison avec ils maintiennent leur propre kernel, ils font l'intégration de Xen, et ça, je pense qu'il faudrait que justement sur XCPNG que j'en parle un peu plus en détail sur la façon dont ça fonctionne. Oui, exactement. Et ça, il faudrait que quand je referai un live sur XCPNG, que je revienne justement sur la partie base de fonctionnement de XCPNG, parce que en final, ils ont leur propre Linux. Ils font leur propre distribution Linux, et ils ont leur logique LTS. Voilà, maintenant je comprends pourquoi leur kernel est un peu ancien, du moins un numéro de version ancien, mais il est tellement bidouillé que c'est à part entière. Et au final, quand vous démarrez un Xen, vous démarrez Xen, vous démarrez pas un Linux, vous démarrez un Xen. Et ça, va falloir que j'arrive à réexpliquer tout ça correctement. Oui, justement, là, c'était pas Cécile que j'avais eu hier. C'est vraiment quelqu'un de chez Vates. Ah non, non, Max, c'est pas, je dirais, je te dis que c'est un Linux maison. Donc voilà, je reviendrai là-dessus. Et ensuite, donc voilà, j'ai mis les sites internet des différents projets, j'ai pas mis pour Hyper-V par fainéantise. Donc voilà, le tableau, comment il est. Je donc voilà, je vais rajouter sûrement quelques petites colonnes tout à l'heure. Le tableau, je vais justement l'envoyer à une personne qui travaille sur XCPNG, et à une personne qui bosse sur Proxmox, pour qu'ils me rajoutent leurs petites choses derrière. Pour moi, ça va être vraiment important d'avoir leur vision. Ouais, je vais la rajouter. Ah, excuse-moi, Max. Oui, c'est moi, j'ai été sur autre chose. Hop, c'est noté, je ferai ça tout à l'heure. Donc voilà, globalement, le tableau où il en est, il va falloir que je rajoute aussi une VM, c'est maximum combien de VGP, c'est combien de vCPU maximum, c'est combien de RAM maximum, et c'est combien de disques maximum aussi par VM. Il va falloir que je rajoute ces petites informations-là qui ont une importance. Nutanix, tu n'achètes. Oui, Nutanix a toujours été très cher. Mais Nutanix est une solution qui est vraiment géniale. C'est
Ah, c'est pas que de la virtualisation. Donc voilà. Voilà pour le tableau. Je vais revenir face cam et je vais demander à notre cher ami Fixou de préparer son stream. S'il est en ligne. J'ai pas l'impression qu'il soit en ligne, notre ami Fixou. Ça va pas tarder. Bon, bah je vais meubler. Donc voilà, le tableau va arriver en distribution libre dans les semaines à venir. Euh, le temps voilà, que ça soit rempli par diverses personnes. Je Pas de quoi. Merci aussi de vos retours parce que j'ai appris aussi plein de choses. Bah, voilà, le monde Kubernetes, c'est pas un monde que je maîtrise. Euh, je trouve les solutions pour venir à euh, euh, intéressantes dans Kubernetes, façon d'approcher, surtout avec maintenant l'approche avec KubeVirt, qui permet justement pour des équipes qui travaillent plus sur une logique conteneur microservice, et si elles ont besoin de VM, de pouvoir avoir ça dans la même infrastructure, je trouve ça vraiment très intéressant. Et que les hyperviseurs, normalement, les solutions de virtualisation plus classiques AVM qui offrent la possibilité de faire un peu de conteneur, voire de la micro VM, je trouve ça aussi intéressant. Ça nous permet d'éviter de gérer trop d'infrastructures derrière. Euh, c'est comme tout, faut trouver l'équilibre, le bon choix. Je sais pertinemment. D'accord, Fixou. Je sais pertinemment que. Euh, je sais pertinemment que les choix sont compliqués, qu'il y a les budgets derrière, il y a aussi l'expérience des équipes derrière. Si vous avez GG 55 ans, qui en a plus rien à foutre et qui attend la retraite avec impatience, euh, bah vous êtes mal barré. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, donc faut pas. Les migrations vers d'autres solutions ne se feront peut-être pas, se feront. Ça va vraiment dépendre voilà, du facteur budget, du facteur humain, du facteur compétence des équipes, s'il y a une équipe. Euh, les prestataires, personne ne sait ce qu'il en sort. Voilà. C'est toutes mes dents. Et puis je vois que tu t'intéresses toujours, donc ça c'est cool. Les gens blasés, j'en ai vu, peu importe l'âge, hein. Moi je suis trop passionné, ce qui me coûte beaucoup de choses dans mon travail aussi. Être trop passionné professionnellement, c'est aussi un problème. Bon bah bon courage Tinoz. Donc bah, je vais vous abandonner là. J'ai bien repéré en attendant que Fixou avait lancé son live. Donc nous allons faire un méga raid chez Fixou, qui, je vous le rappelle, on répare sa PlayStation 4. Et si tout se passe bien, c'est direction installation Proxmox sur la PlayStation 4. Et ça, faut pas louper, transformer une PlayStation 4 en en cluster de virtualisation, moi je veux voir ça. Allez, à tout de suite, à ciao.
oui, c'est bien, mais quand tu prévois ton. Tu veux raconter ce qui t'est arrivé hier. En fait, non, je vais vous expliquer comment ça s'est passé plutôt. Ah, Inouï qui ne trouve plus.